Donc, Julien Fortin, je travaille sur la ferme expérimentale de Torigny d'Anjou. Pierre Bruno, donc je travaille aussi sur la ferme expérimentale de Torigny d'Anjou. Et donc, nous avons été sollicités aujourd'hui pour vous partager l'expérience de nos travaux de recherche que l'on conduit sur cette ferme. Donc, on a choisi d'intituler cette présentation vers un élevage acteur de la transition face aux défis climatiques. Je pense qu'on vient d'assister à un très bon exposé sur ces enjeux autour du climat. Donc, nous, on va y mettre de l'application à l'échelle de l'élevage. Alors, la ferme expérimentale de Torigny d'Anjou, qu'est-ce que c'est? C'est une ferme de polyculture élevage qui est conduite en agriculture biologique depuis un peu plus de 25 ans maintenant, qui est située dans le Maine-et-Loire, au nord de la Loire, et sur lequel nous travaillons du sol à l'animal avec un troupeau de vaches allaitantes conduit dans un système naisseur-engraisseur, et le tout sur un système qui est complètement autonome. Donc autonome sur la partie ressources en fait pour nourrir les animaux. Donc pour ce faire, on a des vaches allaitantes. Concrètement, c'est 80 vaches qui vêlent tous les ans et qui sont conduites en fait dans un contexte pédoclimatique assez difficile, qui font qu'on a un chargement qui est relativement modeste, 1,1 UGB par hectare de SFP, qui est sûrement assez représentatif de ce qu'on peut avoir sur ce territoire ici. Alors Torigny a une particularité, c'est que de par son contexte climatique assez contraignant, tant sur le sol que sur la pluviométrie, 675 mm par an, et on peut considérer que c'est un observatoire avancé du changement climatique. C'est-à-dire, techniquement, c'est une vraie faiblesse parce que des fois, on court après un minimum de productivité pour que ça marche. Mais en fait, c'est aussi un point fort d'un point de vue recherche parce que si ça marche à Torigny, en termes de transposabilité, ça marche dans beaucoup d'autres endroits. Et cette ferme expérimentale, donc, elle a 3 missions principales. Le premier, c'est de faire de la recherche appliquée sur 3 grands axes de recherche. Adaptation des élevages de ruminants au changement climatique, avec beaucoup de travaux sur la ressource. Le deuxième, ça va être d'arriver à produire de la viande bovine dite bas carbone. C'est un enjeu que Serge a aussi présenté tout à l'heure. Et enfin, une activité de communication et de formation, des journées comme celle-là, où on a pour mission de vous présenter nos travaux. Du coup, pour l'illustrer, on a choisi de présenter 2022, climat moyen des Pays de la Loire en 2050, comme le disait Serge. Donc, c'est vraiment une année qui nous a marqué d'un point de vue climatique sur la ferme. Donc, juste pour le réillustrer avec quelques données, sur le graphique en haut à droite, donc on peut voir l'évolution des températures moyennes depuis 30 ans, de 1988 à 2018, comparée à la température moyenne en 2018 sur une station proche de Torigny. Donc on voit qu'on dépasse allègrement la température moyenne, et globalement, ça s'est traduit par un réchauffement de plus 1,5 degré sur cette station. Donc également, il y a eu de l'impact sur la pluviométrie. Juste avant l'été, on était déjà en déficit de moins 50% de la pluviométrie cette même période, sur les 30 années précédentes. Et également, donc en termes d'accumulation de pluviométrie, on a eu un gros déficit sur l'année. Ouais. Alors, les conséquences de ces premiers signes d'un réchauffement climatique fort, on a choisi de vous l'illustrer avec une courbe, c'est la courbe de la pousse de l'herbe. Vous avez en ordonnée la pousse de l'herbe exprimée en kilos de matière sèche par hectare et par jour, et en abscisse un axe du temps. Donc la courbe bleue, c'est la courbe moyenne. Effectivement, on a un pic de production d'herbe au printemps, et puis après qui a tendance à décrocher assez rapidement pour juillet-août, on arrive sur des épisodes de sécheresse qui sont assez classiques sur notre territoire. Avec un léger rebond à l'automne, mais qui est très subtil en fait, parce que effectivement le poids de ce déficit hydrique, il reste très marqué et la végétation a vraiment du mal à repartir à l'automne. Et quand on se met du coup situation 2050, donc c'est ce qu'on a vécu en 2022, c'est certes on a le pic, on peut espérer qu'il soit plus important, mais concrètement on l'a pas vécu, le pic de pousse de l'herbe plus important, mais surtout un décrochage beaucoup plus rapide. Et beaucoup plus rapide, ce qui fait que ça met vraiment en péril en fait tous les systèmes fourragers sur la partie estivale. Et c'est là qu'il y a à réfléchir, à trouver des solutions d'adaptation face à ça.
Donc concrètement, ces évolutions climatiques, comment on les vit sur la ferme? Bah, c'est des sécheresses de fin de printemps qui sont de plus en plus marquées, qui interrogent du coup sur les cultures de printemps, on reviendra tout à l'heure là-dessus. Des épisodes de canicule en période estivale qui font que l'herbe ne pousse plus du tout, mais entraînent même des problèmes de mortalité sur certaines espèces, donc qui remettent en cause certaines prairies dans les systèmes. Des sécheresses prolongées qui mettent en difficulté des bonnes conditions de semis de septembre, voire de début octobre. Donc là, on accumule les difficultés. Des épisodes orageux intenses sur des sols secs, avec beaucoup de ruissellement et du coup de la perte. Et enfin, ça a été dit largement tout à l'heure, des épisodes pluvieux, notamment en excès sur la partie hivernale, qui certes peuvent être intéressants, mais peuvent aussi conduire à des problématiques, notamment sur la pérennité de certaines cultures. Donc un autre élément dans la réflexion, c'est cette idée de double contre carbone. Donc on a un réchauffement climatique qui s'intensifie, on a des aléas qui sont plus fréquents, qui sont plus intenses, et d'un autre côté, on a une agriculture qui va nécessiter des ressources, et notamment des ressources fossiles. Or, on a des éléments factuels qui nous montrent que les prévisions à l'avenir de la production de pétrole, par exemple là sur une étude du Shift Project, nous montrent qu'en fait on va vers un déclin de ces ressources et que derrière, ça peut poser un problème de disponibilité pour tout le secteur agricole, amont et aval, et que derrière aussi on a un problème d'inflation sur le prix. On le voit aujourd'hui, et derrière ça interroge vraiment sur les modèles de production euh, qui sont dépendants de ces ressources. Donc, par rapport à ces constats, on va avoir trois enjeux. Des enjeux d'adaptation face aux évolutions climatiques très pratico-pratiques. Donc là, on peut espérer par un peu de technique arriver à s'adapter. Il va y avoir des enjeux d'atténuation, atténuation des émissions. Donc là, voilà, quand on reprend l'activité d'élevage, l'activité d'élevage pèse pour 60% des émissions à l'échelle nationale. Et dedans, il y a une large place qu'il y ait au méthane, donc voilà, qui est lié à cette activité de rumination des bovins. Donc ça, c'est un constat. Il y a aussi 15% pour le CO2. Donc là, c'est le fuel dont on a besoin en fait quand même pour faire fonctionner ces systèmes d'élevage. Et puis après, il y avait l'enjeu de la gestion des effluents en fait d'élevage, qui est source d'émissions. Donc de l'atténuation, et en parallèle, pour faire le lien à ce que Pierre a dit, il y a un enjeu de sobriété énergétique. Voilà. Comment on arrive à économiser cette ressource sans que cette ressource elle pèse principalement à deux niveaux dans nos systèmes d'élevage. C'est sur le carburant, qui est indispensable en fait pour faire fonctionner les structures comme elles sont aujourd'hui, mais aussi, alors même si ça ne nous concerne pas à Torigny, la fabrication d'intrants et notamment d'azote, source en fait facteur de productivité quand même pour bon nombre de systèmes. Après, on a quelques autres effets directs et indirects qui s'ajoutent à cela. Et donc, pour répondre à ces enjeux, à Torigny, on a déjà plusieurs acquis. Comme le disait Julien, donc c'est la ferme, elle s'impose le cahier des charges de l'agriculture biologique. Donc déjà, on n'utilise pas d'engrais de synthèse et pas de produits phytosanitaires. Donc c'est déjà des premiers éléments favorables sur la limitation des pollutions et sur la préservation des ressources. Également, le cahier des charges spécifique qu'on doit permettre l'accès au pâturage pour les animaux lorsque les conditions le permettent. Et justement, sur la ferme, c'est quelque chose qu'on va chercher à maximiser. Donc il y a déjà quelques années, on a pu qualifier le système de production de Torigny comme étant efficient, viable et transposable. Donc ça, c'était notamment permis par le fait que le système il soit 100% autonome, donc d'un point de vue alimentaire, à la fois en tonnage, en énergie et en protéines. Donc ça, c'est permis par une vraie diversité des ressources qui vont être complémentaires. Donc là, on parle de prairies temporaires, de prairies naturelles, également d'associations céréales protéagineux ou des métailles qui peuvent être récoltés en fourrage ou en grains. On va y revenir. Et également, sur la conduite animale, on va chercher à avoir une efficacité importante. Donc ça passe par une recherche de la limitation de l'improductivité. Donc on va être très attentif notamment sur les phases de reproduction et sur l'âge au premier vélage des animaux. Le système, donc c'est un système naisseur-engraisseur de bœufs où déjà, il y a quelques années, on valorisait déjà 85% des animaux dans la filière
en viande rouge, donc avec des animaux finis. Et aussi, donc sur la ferme, déjà il y a 5 ans, on dégageait une certaine rentabilité économique en permettant d'allouer 2,2 SMIC brut par ETH, mobilisé par la ferme. Donc voilà le contexte. Alors, on va vous problématiser ça de façon assez simple. Des enjeux autour du climat, autour de la réduction de l'empreinte carbone. Et puis, la société nous demande aussi autre chose, hein. Il y a les enjeux de souveraineté alimentaire qui sont très avancés par les pouvoirs publics ces derniers temps, mais aussi de viabilité et de transmissibilité des outils. Donc nous, l'enjeu, c'est, dans ce qu'on va vous présenter par la suite, c'est d'intégrer tout ce contexte parce qu'il y a une nécessité d'adapter en fait les systèmes des productions et pour être en mesure de mettre en fait à disposition de la profession des itinéraires techniques fiables et éprouvés, et surtout une mise en œuvre de ces solutions techniques dans des systèmes cohérents pour que ça soit en fait applicable à l'échelle des éleveurs. Donc par rapport à ça, on a posé plusieurs hypothèses. Et donc, sur les hypothèses d'adaptation qui vont nous inspirer sur les leviers, on identifie donc différents points. Le premier, comme l'a évoqué Serge, c'est de s'appuyer, privilégier des cultures d'hiver au détriment des cultures de printemps, qui en fait, dans notre contexte, vont être plus exposées aux aléas sur l'été par exemple. Et donc, voilà, l'idée, ça va être de construire le stock plutôt au printemps avec des cultures qui sont déjà installées. Voilà, on est sur une phase où on a de la lumière, on a de l'eau, on a des nutriments. Donc voilà, on construit le stock et l'idée, ça va être de construire une stratégie qui permette de remorter ce stock sur des périodes où on a davantage de contraintes. Et ça, l'objectif, ça va être de le faire de la manière la plus économe possible. Donc sur la ferme, ça va passer par l'idée de maximiser le pâturage. On va mobiliser différentes techniques. Voilà, on peut parler de bale grazing, estival, hivernal, de foin sur pied, de pâturage des légumineuses, de pâturage de couvert. Voilà. Et donc globalement, toutes ces techniques, elles visent à la recherche de la maximisation de la photosynthèse, de maximiser la couverture végétale des sols. Également, sur la conduite animale, on va être un peu dans la même réflexion. On va chercher à maîtriser la productivité. Donc là, c'est tous les leviers autour de la reproduction, de l'âge au premier vélage, sur les stratégies de réforme qui vont vraiment être importantes. Et plus globalement, à l'échelle de la ferme, l'idée, ça va être de vraiment s'appuyer sur la biodiversité, de s'appuyer sur vraiment la compréhension du fonctionnement du vivant pour produire des ressources au service du troupeau. Et ce troupeau, on peut également l'interroger sur sa capacité à vraiment être en cohérence avec tous ces différents éléments, être en capacité de valoriser des fourrages notamment. Alors voilà pour ces éléments de contexte. Et maintenant concrètement, comment on s'y prend pour créer ces références et quelles références on va vous proposer. Alors on a une manière très simple de travailler à Taurinier. On travaille toujours à l'échelle pluriannuelle pour intégrer ces variabilités climatiques. Donc tous les résultats qu'on va vous proposer en fait, ils reposent sur des mesures précises issues d'essais analytiques qui ont été au moins répétés pendant 3 années. Parce que d'une année à l'autre, les choses changent. Donc ça, c'est hyper important. Ça amène de la robustesse aux résultats. Et puis après, tous ces résultats analytiques en fait qu'on observe, on les a mis en place dans notre système, la ferme, comme outil de production, comme si c'était la vôtre en fait, pour voir après les interactions qu'il y a entre les différents leviers et les techniques qu'on a mis en place. Donc du coup, voilà, on qualifie ça, c'est une articulation cohérente entre les aspects recherche et des aspects systémiques. Donc là, on va rentrer dans le concret. On a fait le choix de vous présenter 8 leviers qu'on a largement travaillés, sur lesquels on a des bases solides. Enfin, il y en a un, c'est des choses un peu plus récentes. Bon, c'est permis d'en parler aujourd'hui. Et voilà, 8 leviers au service de l'adaptation de ces systèmes d'élevage. Et donc, le premier levier sur la ferme, le premier pilier sur lequel s'appuie le système fourrager, ça va être la prairie. Et donc, sur la ferme, on n'utilise pas n'importe laquelle prairie. On est sur des prairies à fleurs variées, donc des prairies dites multi-espèces. Donc, depuis 25 ans, il y a eu vraiment de nombreux travaux pour identifier la nature de prairie la plus adaptée. Et donc, les essais ont démontré la pertinence d'une association de prairies, une association d'espèces qui est basée sur des graminées, et notamment sur la fétuque élevée, associée à du raiggras, et sur une prairie qui va être très riche en légumineuses. Donc là, on va utiliser du trèfle blanc,
trèfle hybride et du lotier corniculé, qui vont vraiment être le moteur azoté pour les graminées. Et donc, dans ce cadre-là, on est sur une prairie qui va être majoritairement valorisée au pâturage, plutôt de longue durée, et du coup bien adaptée à des aléas ou des excès d'eau sur des terres hydromorphes et à un contexte séchant en été. Et donc, ce mélange de prairies, il a montré sa robustesse et il s'est démarqué aussi sur le rendement comparé à des associations plus simples, type régras anglais, trèfle blanc. On avait à peu près tonne 5, on avait 1,5 tonne en moyenne des matières sèches en plus par an et de l'IDUF et près de 130 kg de MAT produits par hectare et par an. La difficulté avec ces mélanges d'espèces, c'est qu'ils sont assez lents d'installation. Ça va poser des questions sur une technique qu'on va voir juste après. Donc la prairie, comme pivot central du système fourrager, puis on a besoin d'une ressource un peu sécurité, quoi. Et par rapport à ça, on a fait des travaux sur les métayers, les associations, céréales, protéagineux, en fait des cultures d'hiver qui permettent des récoltes avant les épisodes de sécheresse et du coup de s'affranchir de tous ces problèmes d'évolution climatique qui font que l'été c'est beaucoup plus sec. Alors par rapport à ça, on a travaillé sur différentes associations et on en a abouti à deux en fait qui semblent pertinentes et transposables à l'échelle des élevages, à base plutôt de céréales, avec une part de protéagineux, on essaie de la maximiser pour avoir un bon niveau de valeur nutritive. Alors on peut jouer sur les espèces à ce niveau-là et on s'est rendu compte là récemment que d'avoir une bonne part de févrole en fait, ça permet d'avoir toujours un bon potentiel productif et aussi d'avoir un bon niveau de valeur alimentaire. Et l'enjeu de ces méthodes aussi, ça va être sur l'étape de récolte. Alors nous, on a une stratégie où on va plutôt chercher le maximum, un bon compromis entre biomasse et valeur nutritive par hectare. Et du coup, on s'est engagé sur les travaux avec des récoltes plutôt au stade laiteux pâteux des céréales, c'est-à-dire début juin, pour vraiment aller chercher un maximum de biomasse. Donc, sur les prairies, l'enjeu, ça va être de réussir à sécuriser leur implantation. Or, en fait, les périodes de semis classiques des prairies, on va être sur de la fin d'été et sur le début de printemps. Or, c'est des périodes où on subit de plus en plus de sécheresse. Des sécheresses qui se prolongent en septembre, qui se prolongent sur avril, mai, et donc qui vont vraiment impacter des jeunes plantules. Donc là, l'idée, ça a été de décaler la période de semis plutôt sur la mi-octobre pour permettre l'implantation de la prairie sous couvert d'une association de céréales protéagineux qu'on va venir semer en même temps. Donc en un seul passage de semoir, l'idée ça va être de semer la prairie en surface et à 2-3 cm de profondeur d'installer le mélange céréales protéagineux. Donc de ce fait, le développement de la prairie va se faire en dessous du métail et on pourra ensuite récolter ce mélange en ensilage ou bien en récolte grain. Et donc, une fois que la prairie aura accès à la lumière, elle pourra se développer et on peut même espérer 1, voire 2, voire 3 cycles de fauche ou de pâturage la première année. Donc là, c'est vraiment une stratégie, on réussit à sécuriser l'implantation de la prairie, on réduit le salissement, on a un gain de productivité, Julien va en parler, et également on a un effet tampon sur les aléas avec le couvert qui vient protéger la prairie. Alors cette technique d'implantation, elle est mise en place en vraie grandeur sur le système. Sur 2 itinéraires, on implante des prairies et on ensile le métail, donc au mois de juin, et on va aussi jusqu'à une récolte en grains de ce métail avec la prairie en dessous. Et c'est ce qui est représenté en fait sur le diagramme en fait qui est juste en dessous avec 2 itinéraires A et B et mis en place dans notre système de production. Ce qui fait que quand on cumule tout ça, donc on travaille moins le sol, on crame moins de fuel, on a décalé nos périodes d'implantation qui fait qu'on se met dans de bonnes conditions pour la prairie et pour le métail. Et avec tout ça cumulé, en fait, on arrive à dober la productivité par hectare à l'échelle du système. Donc, à raison de 3 tonnes de matière sèche par hectare en plus, en ayant des bonnes valeurs de fourrage et des prairies super bien installées. Donc, c'est un très, très bon levier d'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire que ces sécheresses estivales qui étaient vraiment contraignantes pour ces prairies, avec cette technique, on s'en est complètement affranchi et on arrive à contourner le problème. Et donc, sur l'organisation du troupeau, là aussi, il y a des leviers importants. Donc, à Taurigné, les vaches limousines elles vont être conduites en double période de vélage de 2 mois. C'est-à-dire qu'on va avoir un schéma de fonctionnement qui va permettre de faire coïncider les besoins du troupeau avec la disponibilité alimentaire sur la ferme.
Donc on va avoir un premier lot d'animaux de vaches qui va véler à l'automne, sur septembre-octobre. Donc la mise à la reproduction va se faire donc voilà, du 15 novembre au 15 janvier sur 2 mois. Donc c'est-à-dire que au constat de gestation qui aura lieu 50 jours après la mise à la reproduction, s'il y a des vaches qui sont non gestantes, eh ben, elles seront réformées. Donc voilà, donc ce lot de printemps va être hiverné en bâtiment pendant la période hivernale. Et au printemps, ça va être un lot conséquent qui va être en capacité de valoriser pleinement cette pousse de printemps qui est importante. Donc le sevrage aura lieu juste avant l'été, au mois de juin. Donc là, c'est aussi une manière de réduire le besoin du troupeau en ayant le sevrage. Et le lot de printemps, donc là, les vélages vont commencer sur mars-avril. Voilà, bon, s'étendre sur 2 mois. Et vont coïncider finalement avec la pousse de l'herbe printanière. Et le sevrage des veaux se fera juste avant l'hiver, donc de manière à avoir des bâches taries pendant l'hiver. Donc voilà, des animaux qui vont consommer un stock plutôt de valeur, un stock de fourrage plutôt de valeur modeste. Et donc l'enjeu aussi de cette double période de vélage, c'est qu'elle va aussi nous permettre de réduire l'âge au premier vélage. Dans un système classique où finalement des animaux naissent au printemps, on n'a qu'une ou deux solutions pour l'âge au premier vélage, c'est soit à 2 ans, soit à 36 mois. Les animaux nés au printemps révèlent que 3 ans après. C'est 36 mois, c'est l'âge au premier vélage moyen des élevages allaitants Pays de la Loire. Donc là, l'idée, c'est de permettre une réduction de l'âge au premier vélage, de gagner 6 mois, donc de permettre, voilà, les femelles qui naissent au printemps auront vélé 2 ans après, enfin 2 ans après et plus 6 mois sur l'automne. Voilà, on a un décalage permis. Et l'autre intérêt de ces vélages groupés, c'est de permettre d'avoir des lots d'animaux homogènes. Ça va être très important, notamment pour bien associer les bons fourrages à la bonne catégorie animale. Également, ça va être il y aura des intérêts d'un point de vue travail. Ça va permettre de rationaliser le suivi du troupeau, l'observation, les allottements, etc. Et voilà, comme je disais, de bien allouer les fourrages qualitatifs plutôt sur l'hiver, plutôt pour notre lot d'automne, et des fourrages dits plus modestes, plutôt pour les animaux de printemps pour les vaches qui vont être taries sur la phase hivernale. Donc, réduire cette phase d'improductivité des animaux, c'est un levier d'adaptation. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on arrive à maintenir des niveaux de production tout en utilisant moins de ressources. Donc, si demain, on est un peu pénalisé avec ces évolutions climatiques sur la quantité de ressources, eh ben, on a ce levier animal, en fait, qui va permettre de s'adapter et pas remettre en cause le système de production. Donc là, on va l'illustrer à travers ce qu'on a fait récemment sur le vélage à 2 ans. Donc, on s'est interrogé sur la faisabilité de faire véler les génisses en troupeau allaitant à 24 mois. Donc, c'est 1 an avant ce qu'on peut trouver en moyenne dans les Pays de la Loire. Alors, pour ça, donc c'est des résultats assez bruts, hein. On a 82 génisses qui ont été mises à la reproduction sur un pas de temps. Et ce qu'on a démontré, en fait, c'est qu'il y a un point minimum auquel il faut mettre des animaux à la repro. C'est-à-dire, plus l'animal il est lourd tôt, plus il est précoce sexuellement, plus il va manifester sa puberté et plus la reproduction va bien se passer. Donc ça, nous, ce point d'équilibre, on l'a trouvé à 420 kg des génisses. Donc, ça peut paraître élevé, mais en parallèle, c'est le schéma que vous avez sur la droite. On a mis en place un itinéraire technique relativement simple et économe qui laisse une large place au pâturage pour atteindre ce poids à la mise à la reproduction des animaux. Alors, comment il se répartit? Là, vous avez le schéma avec les veaux nés à l'automne. Alors, ils naissent à l'automne, on va partir du point 0, donc en septembre, octobre. Ils arrivent, donc il y a du jaune et il y a du bleu, ils arrivent sur une période en bâtiment avec leur mère. Donc en bâtiment, ils profitent du lait de la mère, d'un peu de foin et d'une complémentation à base de céréales et de protéagineux qui est très modeste. Après arrive le fin février, début mars, là, les animaux vont à l'herbe et ils disposent d'une ration plein pâturage. Ils sont avec leur mère, mais il n'y a plus de complémentation. Arrive le sevrage en période estivale. Et donc là, voilà, en tant qu'éleveur, on veut maintenir de bonnes performances parce qu'on a un poids à atteindre pour pouvoir mettre à tôt les génisses à la reproduction. Et du coup, là, on mobilise de l'enrubanage et puis un peu de céréales. Voilà, sur la phase du coup d'automne. Et ensuite, vous avez ce qui est en orange et violet, c'est la phase de reproduction. Et c'est là qu'il y a un enjeu, en fait, c'est de ne pas se louper sur la phase
l'alimentation sur cette phase-là, parce qu'il faut bien que nos animaux soient en phase de croissance assez soutenue, donc autour de 700 grammes par jour, hein. Enfin là, on est à 650 sur le schéma, parce que c'est ce qu'on a observé. Et pour que ça marche bien. En l'occurrence, quand on met ça en place, le taux de réussite à la reproduction, il est de 70%. Donc, ce qui est une bonne performance, parce que c'est 70% sur 2 mois de reproduction stricte. Donc, c'est que ça marche plutôt bien et ça reste tout à fait écono. Et puis après, suite à la période de reproduction, il y a le retour au pâturage avec un régime à base d'herbe qui là était connu. Donc on peut également s'interroger sur les conditions de mise bas de ces animaux qui sont mis à la reproduction plus tôt. Et donc les résultats nous montrent que les conditions de naissance sont vraiment très satisfaisantes, hein, avec 1,4 de naissance. Également, le poids de naissance des veaux, eh bien, on est sur un poids de naissance de 36,6 kg. Donc on est sur un poids qui est aussi faible et qui est aussi lié à l'utilisation du croisement Angus sur ces génisses spécialisés à la reproduction à 15 mois, ce qui permet de réduire aussi de réduire la taille du veau à la naissance comparé à des taureaux de race limousine. Également sur la mortalité, c'est vraiment très bien, c'est tout à fait correct, avec une mortalité de 6,2% en moyenne sur ces 82 sur ces vélages à 2 ans. Également, on peut s'interroger sur la capacité de ces animaux ayant vélé à 2 ans à revenir et à redevenir gestants. Et donc là, 93% des primipares vont retourner à la reproduction. Et sur ces 93% de primipares qui ont été remises à la reproduction, 85% vont être confirmées pleines à l'automne et 90% vont l'être au printemps. Donc c'est vraiment très satisfaisant. Donc ça n'altère pas les performances de reproduction. Le vélage à 2 ans n'altère pas les performances de reproduction sur les vélages qui suivent. Donc à l'échelle du système, donc si on met à la reproduction 26 génisses, on a quantifié, comparé à un vélage à 30 mois, un gain de 20 tonnes de matière sèche de fourrage. Donc c'est vraiment conséquent. Donc on économise également sur le temps de présence en bâtiment. On gagne 3,5 tonnes de paille. Mais par contre, on a un besoin un peu plus soutenu en concentré. Donc on va consommer pour 26 génisses de la production 2,3 tonnes de matière sèche en plus. Donc ça, on peut le traduire d'un point de vue émission. Donc on a moins de temps de rumen alloué à la croissance des génisses. Donc on a une économie de 11,2 tonnes équivalent CO2. D'un point de vue fuel, on réduit aussi un peu de consommation, hein, de moins 0,7 tonnes d'équivalent CO2. Et on gagne aussi un peu en protoxyde d'azote, hein, avec moins 4,6 tonnes équivalent CO2. Donc à l'échelle du système, c'est une économie de surface de 4,5 hectares et une baisse des émissions de 2,5%. Donc c'est assez conséquent et intéressant de mobiliser ce levier de rajeunissement de l'âge au premier vélage. L'autre enjeu pour s'adapter, qu'on a choisi de travailler à Torigné, ça va être travailler sur les régimes alimentaires. Les régimes alimentaires sur la phase hivernale des bovins, parce que c'est là que ça coûte aux producteurs. L'enjeu d'adaptation, c'est de se dire, Serge l'a précisé tout à l'heure, hein, un des points forts des bovins, c'est qu'ils sont en mesure de valoriser des fourrages. Donc nous, on s'est intéressé aux rations 100% fourrage, en fait, et en considérant que si on était en mesure de produire la céréale, il est mieux qu'elle soit à une autre destination, plutôt nutrition humaine, transformation, enfin voilà, il y a des vertus beaucoup plus intéressantes d'utilisation de la céréale que de les donner à un bovin sur la phase d'élevage. Donc là, on va regarder le tableau de gauche, on s'est intéressé aux vélages d'automne, donc les vaches qui valent en septembre et qui sont mises à la reproduction sur la phase hivernale. Et on a testé 2 régimes alimentaires. Le premier, qu'on a qualifié de témoin, parce que c'était ce qui est fait pendant longtemps à Torigné, à base de foin de luzerne, d'ensilage, de métail, et du coup, les animaux étaient complémentés avec un petit peu de céréales, parce qu'on n'arrivait pas à faire autrement. Voilà, on a un peu réfléchi, bon, pas trop quand même, hein, mais voilà, on a réussi à produire une autre ration qui se justifie tout simplement sur le fait qu'on va chercher des fourrages un peu plus denses d'un point de vue énergétique, en avançant des dates de récolte, en utilisant une autre technique, c'est pas de faire du foin, c'est de faire de l'enrubanage, gage de meilleure valeur du tritier. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc on a fait de l'enrubanage de luzerne avec toujours le même métail.
Et là, on se rend compte qu'en termes de performance zootechnique, il n'y a aucune différence. La reproduction, ça se passe super bien. Les productions laitières des vaches, ça se passe très bien. Les croissances des veaux, enfin, tout est au vert. On n'a aucune différence significative entre nos deux régimes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le gain économique au service de l'éleveur, mais aussi qui se quantifie en euros. Alors, c'est une marge sur coût alimentaire, enfin, un gain, pardon, est principalement calculé sur le coût alimentaire, mais aussi qu'on a converti en surface. Et en fait, d'avoir une ration plus riche en fourrage, avec des densités énergétiques plus importantes, nous a permis de réduire le besoin de surface de ces animaux. Donc, c'est un levier d'adaptation, parce que si on a besoin de moins de surface pour faire le même niveau de productivité, on gagne en sécurité à côté. Et en plus, on a réussi sur cette catégorie animale, à l'échelle du système et de l'année, à économiser 5 tonnes de céréales. Donc, autre levier, cette fois-ci sur le lot vélage de printemps. Donc, c'est des animaux qui sont gestants pendant l'hiver. Donc ici, on a comparé plusieurs rations. Donc tout d'abord, on a comparé une ration foin à volonté à une ration foin rationné à hauteur de 8,5 kg, complémentée avec un peu de févrole. Donc ça, c'est un essai qui a été répété pendant 3 ans. Et il a montré qu'il n'y avait aucune différence en termes de performance zootechnique. Donc là, on parle de conditions de naissance des veaux, on parle de mortalité des veaux, de croissance des veaux et de capacité de ces vaches à revenir à leur reproduction à la suite de ce vélage. Et donc, ça a permis, donc cette économie en févrole, elle a permis de maintenir de bonnes performances géotechniques, et également de présenter du coup un intérêt économique, puisqu'on économise la complémentation par la févrole, donc on gagne en travail et on gagne aussi en consommation de ressources. Donc beaucoup de positifs. On a également comparé donc toujours cette ration foin rationné plus févrole à une ration foin plus févrole et minéraux. Il faut savoir que sur la ferme, on ne distribue pas de minéraux aux animaux depuis 25 ans. Et donc cette ration avec et sans minéraux, là aussi, on n'a eu aucune différence en termes de performance zootechnique. Donc sur ces mêmes critères. Et donc ça confirme aussi, ça met en avant aussi l'intérêt finalement d'avoir une ration économe à base de foin. Donc c'est du foin de qualité modeste, issu de prairies à fleurs variées, donc avec un fourrage relativement diversifié. Donc finalement, on voit bien que de disposer pour les animaux d'avoir un pâturage qui est maximisé sur toute l'année, on peut se permettre d'avoir des rations économes sur des phases qui sont assez limitées sur l'hiver, pour permettre de réduire les coûts. Et donc là, sur le lot vélage de printemps, l'utilisation du foin à volonté nous a permis une économie de 2 tonnes de févrole. C'est toujours ça de gagner. Donc ça, c'est les animaux d'élevage. Et on va passer à une catégorie qui est un peu plus compliquée. Bon, là, c'est certes, on nous a dit, ouais, on arrive à se passer de céréales. Il y a quelque chose sur lequel on n'arrive pas à se passer de céréales, c'est la phase d'engraissement des bovins. C'est-à-dire que nos bovins, sur cette phase d'engraissement, autrement appelée de finition, donc qui vont être la phase de préparation avant la commercialisation, on veut que ces bovins reprennent du muscle et du gras. Du gras pour avoir une viande de qualité qui satisfasse les attentes de la filière et donc du consommateur. Alors par rapport à ça, nous on s'est interrogé sur la faisabilité de réduire la part de céréales dans ces régimes d'engraissement. Et donc, on a testé 2 niveaux de complémentation. Vous avez en bleu la modalité où on donne 3 kg de céréales par bovin et par jour. Et en orange, la modalité où on a donné 6 kg de céréales par bovin et par jour. Alors, en termes de performance zootechnique, on a eu une différence précisément 115 grammes de différence de croissance par jour à l'avantage des bovins qui avaient 6 kg de céréales par rapport à ceux qui avaient 3 kg de céréales. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est quand ils ont 3 kilos, donc oui, ils grossissent moins, donc la durée d'engraissement, elle est plus longue. Et cette durée d'engraissement plus longue n'a pas entraîné un surcoût de production pour le producteur. C'est-à-dire que le bovin, il a ingéré du fourrage et pas de la céréale, et ça a réduit le coût de production de l'éleveur. Donc on avait des animaux sur lesquels on a réussi à faire de meilleures marges sur coût alimentaire. Donc ça, c'est un résultat très intéressant d'un point de vue économique. C'est aussi un résultat intéressant d'un point de vue utilisation de la ressource, parce que au global, à l'échelle du système, ça nous a permis quasiment une économie de 10 tonnes de céréales, donc c'est conséquent. Et ça lève un autre point, ça interroge en fait sur le coût de l'expression du potentiel génétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a développé des génétiques à fort potentiel,
Et on se rend compte, en tout cas à travers ces travaux, que ce potentiel, il ne faut pas toujours l'exprimer. Il ne faut pas toujours l'exprimer au service du revenu des éleveurs, mais aussi au service de la durabilité du système, parce que du coup, la ressource, on peut l'utiliser d'une autre façon, une façon où l'histoire elle est un peu plus jolie à raconter. Et donc, également, toujours dans cette idée d'adaptation, euh, donc avec le changement climatique, on a un creux estival qui est plus prononcé. Donc, on a un déficit fourrager sur cette période euh, de, qui nous oblige à distribuer du foin. Qui nous oblige à distribuer du foin. Et là, l'idée, c'est justement de, de faire consommer ce foin directement sur pied par des animaux en, en économisant la méthanisation liée à la récolte de ce foin. Donc, on économise en pressage et en distribution du fourrage ensuite en bâtiment. Donc là, l'idée, ça a été de faire pâturer un report sur pied de 85 jours. Donc en fait, il y a eu un premier cycle de pâturage mi-avril et ensuite, donc la prairie s'est développée jusque pendant l'été. Donc on est sur un volume de biomasse assez important qui va permettre d'alimenter les animaux au pâturage sur la phase de juillet à août. Et donc ici, on est donc sur une qualité de ressources qui est assez modeste. Euh, et donc qui va plutôt convenir à des animaux qui ont des faibles besoins à cette période. Et à cette période-là, c'est notre lot vélage d'automne qui sur des vaches qui vont être gestantes sur cette période. Et donc ici, étant donné qu'on a une biomasse qui est relativement importante, qui est proposée aux animaux, on a comparé deux modalités de valorisation par les animaux. Donc sur la photo, on peut le voir en bas à droite, sur la photo en haut à gauche, sur la partie droite, on peut voir que voilà, on a une première méthode où on a proposé aux animaux l'accès à la totalité de la surface, donc un pâturage continu, comparé à une autre méthode où on a proposé un paddock pour 1 à 2 jours pour les animaux. Donc là, voilà, on a fait un pâturage au fil avant. Donc les animaux étaient rationnés sur, sur la quantité de foin sur pied auquel ils avaient accès. Ce qu'on a observé, c'est que la qualité de la ressource offerte aux animaux était plus stable dans le cadre du rationné, parce qu'on maîtrise vraiment la quantité offerte aux animaux et également sa qualité. Ce qu'on a observé également, c'est qu'il y a eu un phénomène de pour la modalité où les animaux ont accès à la totalité de la surface. En fait, ils vont d'abord consommer les fourrages les plus appétants, donc les feuilles des graminées, les légumineuses. Et enfin, ils finiront par les tiges et les parties du végétal qui sont les moins digestibles. Voilà. Donc, faire pâturer du foin au lieu de le récolter et après de le distribuer aux animaux, ça semble tout à fait envisageable. La preuve, malgré nos deux modalités, en fait, on a des taux de valorisation qui sont très intéressants. 94% en pâturage rationné, 83% en pâturage libre. L'avantage du pâturage rationné, c'est que c'est l'éleveur, en fait, qui choisit le régime des bovins. Et du coup, il n'y a pas de consommation luxueuse par les animaux. Et c'est ce que vous avez, en fait, dans la comparaison qu'il y a dans le tableau sur la droite, avec les variations de performance zootechnique. Et ben, on se rend compte que, quelle que soit la modalité de pâturage, en fait, on n'a pas de variation des performances zootechniques. Elles sont toujours bonnes et satisfaisantes. Donc, on a regardé des variations de poids, des variations d'état des vaches, et on a surtout regardé des conditions de mise bas derrière et les poids des veaux. Et on a vu que ces deux modalités d'affouragement n'avaient pas d'impact négatif, bien au contraire. Donc, on en conclut que le pâturage rationné il est plus opportun, ce qui permet d'allonger la durée de pâturage en limitant l'ingestion des bovins sans pénaliser les performances zootechniques. Et donc, cette modalité de pâturage de foin sur pied, qui remplace en fait le fait d'aller récolter du foin et le distribuer pendant l'été, permet à l'échelle du système une économie de 280 litres de fût, 45 jours de pâturage, et aussi, donc, on l'exprime en équivalent CO2 à l'échelle du système de 0,8 tonnes équivalent CO2 d'économie. Enfin, une technique qui permet aux producteurs de moins travailler, moins utiliser de ressources, sans perturber la performance de ces animaux. Et donc, on a également travaillé sur une autre technique qui est le bale grazing. En fait, c'est une technique qui s'impose face à deux constats. Sur nos prairies naturelles qui sont relativement éloignées de la ferme, on a constaté une dégradation de la flore. Une dégradation de la flore et aussi voilà, une simplification vers davantage de graminées et de divers développements des légumineuses. Et c'est aussi des départements assez éloignés de la ferme, mais donc d'un point de vue fertilité des sols, il y a un enjeu à remettre de la matière organique sur ces parcelles. Donc,
il y a un enjeu aussi à faire consommer le foin qu'il produit sur ses parcelles directement sur place. Et l'autre enjeu, c'est de pouvoir, de réussir à maintenir les animaux. C'est simplement à faire consommer chaque jour, de manière rationnée, une botte de foin. Donc l'animal aura accès, on peut le voir là sur les photos, aura accès à une botte de foin qui pourrait être proposée en fixe ou bien déroulée. Et l'animal aura également accès finalement à l'herbe sur pied. Et donc le bale grazing tel qu'on le met en place, c'est un bale grazing qui est race-miné, c'est-à-dire que l'affouragement il est raisonné en fonction de l'ingestion du lot. Il faut que du coup l'unité fourragère, donc ici une botte, elle corresponde à 90% de l'ingestion du lot, parce que l'objectif c'est bien de valoriser le fourrage. Et également, donc l'animal va avoir accès à peu près 700 mètres carrés d'herbe, qui a une hauteur de 10,4 cm. Donc voilà, on est sur une prairie naturelle à très faible potentiel, avec un chargement instantané qui est du coup élevé. En instantané, on est sur du 130 UGB par hectare. Parce que les animaux sont vraiment concentrés sur des paddocks pour 1 ou 2 jours. Et également, donc Julien va vous parler de la valorisation des animaux de ces ressources. Merci Pierre. Alors, on m'a juste fait signe qu'il nous reste plus que 5 minutes. Donc Pierre, va falloir qu'on accélère. On fait pâturage hivernal, croisement, sol, et on conclut. Sinon, ça va. Je referme la parenthèse. Donc, les conséquences sur le backgazing, d'un point de vue zootechnique, ça tourne. Qu'on soit avec des modalités où on déroule le foin, on laisse à disposition des animaux, les performances sont bonnes avec des croissances autour de 450 grammes par jour. On observe qu'il y a une meilleure valorisation de la ressource quand le fourrage il est déroulé en fait. On met une plus large surface à disposition des animaux, tout le monde va prendre ce dont il a besoin et du coup, on gaspille moins. À l'échelle de la prairie, on a regardé l'impact sur la productivité. Après, quand on cumule en fait des années de bale grazing, enfin des saisons de bale grazing, est-ce que ça dope la productivité de la prairie? Il semblerait que oui. Alors, c'est des résultats qui sont intermédiaires, hein, c'est les seules choses qu'on vous présente qui ne sont pas figées, donc ça a tendance à doper la productivité. Et sur les enjeux de composition botanique, pour l'instant, on n'a pas vu d'effet majeur. D'accord? Donc, élément de contexte, hein, enfin de conclusion, le bale grazing permet de maintenir des performances zootechniques et permet de maintenir des niveaux de productivité si on compare ça à des parcelles sur lesquelles on apporte du fumier. Là, du coup, le fumier il est directement appuyé, donc du coup, amené. Donc, du coup, on a des bons niveaux de productivité. On enchaîne avec le pâturage hivernal. Autre levier donc pour étendre cette phase de pâturage, le fait qu'on ait moins d'épisodes de gel sur l'hiver, on a une biomasse qui devient disponible et accessible au pâturage. Donc là, l'idée, c'est de conduire un pâturage tournant avec des animaux qui sont en croissance, donc de 10 à 24 mois, donc qui sont relativement légers, qui vont permettre d'aller valoriser sur de la prairie naturelle ou bien sur de la prairie à fleurs variées, de la biomasse. On parle d'à peu près 0,89 tonnes de matière sèche valorisée par hectare. Et donc ce pâturage, il est conduit au fil. C'est-à-dire qu'on va restreindre la surface accessible aux animaux pour vraiment leur permettre de valoriser au mieux l'herbe. Et donc ce pâturage hivernal, il est très intéressant parce que l'herbe d'hiver, elle va être plus riche en azote. Elle va être plus riche en azote et ça va nous permettre là aussi d'économiser en récolte et de temps en bâtiment pour les animaux. Et donc on a regardé si justement il y avait un impact sur la repousse printanière de ce pâturage hivernal. Et donc sur ce graphique, on peut voir donc à gauche, donc ça correspond au cycle de printemps sans pâturage hivernal. Donc finalement, on a les zones en défunte sur la parcelle. Et à droite, on observe donc en rouge, donc là ça correspond à l'herbe qui a été pâturée pendant l'hiver. Et juste au-dessus, les 2,1 tonnes de matière sèche, ça correspond à la repousse jusqu'au premier cycle. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est que le pâturage hivernal n'a pas entaché le potentiel de production au printemps de la prairie. Sur les valeurs alimentaires en termes d'énergie, quand on fait le cumul des deux, on est équivalent. Par contre, on a observé un gain de productivité en termes de hémate. Voilà, qu'on a un gain qui se fait sur l'hiver avec le cycle pâturé. Donc globalement, à l'échelle du système, on est sur une économie de 4 tonnes de févrole sur l'hiver. Alors, dernier levier d'adaptation aux évolutions climatiques que l'on souhaitait vous proposer, c'était d'interroger le modèle animal.
Aujourd'hui, à Torigné, pendant 20 ans, il y a eu des vaches de race limousine. On a vu quelques limites à ce type de bovin. En fait, c'était la phase de finition qui nécessitait une grande quantité de concentré pour finir les animaux. Et ça, on n'arrive pas trop à s'en affranchir. Il y a un autre élément de contexte, c'est que sur nos vaches Limousin, concrètement, nous, on fait des bœufs de 500 kg de carcasse et des vaches de réforme de 450 kg de carcasse. Et ça, il semble que c'est des retours de filière, que ça soit plus en adéquation avec les attentes de la filière et aussi dans l'acte d'achat pour le consommateur, c'est moins adapté. Pourquoi? Parce que taille du morceau et conséquence sur le prix. Du coup, nous, on s'est dit, et on va essayer de revisiter un peu ce modèle animal. Et on l'a fait avec une logique de croisement terminal, uniquement sur les génisses du troupeau de la ferme, donc sans remettre en cause le troupeau souche de la ferme. Et en considérant qu'on avait une superbe génétique limousine, qui avait des atouts, et on voulait profiter d'un effet d'hétérosis en amenant une génétique qui réduit le gabarit et à mettre de la précocité. Donc de la précocité, c'est la capacité d'un animal à atteindre l'état adulte le plus rapidement possible, et donc à être fini le plus rapidement possible, donc pour potentiellement faire des économies de céréales. Donc par rapport à ça, on a mis 2 itinéraires techniques en place, des veaux au printemps, croisés et du coup qu'on arrivait à finir à 24 mois. Donc ça a été possible. Et des veaux nés, des veaux nés au printemps finis à 27 mois, excusez-moi, et des veaux nés à l'automne finis à 24 mois. Alors, en termes de premiers résultats, l'hypothèse de la précocité, elle se vérifie. On a un modèle génétique qui est vraiment plus précoce, qui dépose du gras plus facilement et plus rapidement. Donc, on fait des économies notables en concentré. C'est-à-dire, pour finir nos animaux croisés au printemps, on n'utilise que 150 kg de céréales. Pour finir ceux nés à l'automne, on utilise 400 kg de céréales. En titre de comparaison, pour finir nos bovins de race limousine, on est entre 800 et 1 tonnes de céréales par bovin. Donc ça, c'est un levier d'adaptation. On a des itinéraires techniques qui sont très économes, voire même ultra économes. Les animaux nés au printemps, 77% de la matière sèche ingérée se fait par du pâturage. D'accord? Ça, c'est un gros chiffre. Et à l'automne, on est à 61. Ça fait une moyenne à 70%. On a regardé la qualité de la viande. On a regardé le persillé, le marbré, la couleur, la tendreté et d'autres choses. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette viande issue de ces animaux de croisée, elle est à minima de qualité équivalente à ce qu'on fait habituellement avec nos races pures, voire même quelques effets positifs sur la tendreté et le persillé. Donc ça peut être des choses intéressantes en termes de débarcation. Et puis, on a mis des euros autour de système et on s'est rendu compte que ce modèle croisé, il était très, très pertinent d'un point de vue systémique qu'en convertissant en euros. Alors, pas par un produit supplémentaire, mais par une économie de charge. Voilà, on s'adapte, on veut des itinéraires techniques économes et on se rend compte que ça permet d'améliorer la marge au service des éleveurs. Donc là, en l'occurrence, voilà, pour illustrer, toujours dans le fil conducteur de l'exposé, une économie de 6 tonnes de céréales. Alors là, on verra si on a des questions. Voilà, plusieurs leviers qu'on vous a exposés. C'est intéressant de voir leur impact sur la durabilité du système. Donc là, s'il y a des questions, on les prendra tout à l'heure. Il y a juste, Pierre, ça pourrait être intéressant que tu montres les effets sur le sol, quand même, qui, je pense, vont intéresser une partie des éleveurs qui sont dans la salle. Donc, à Torigné, on est sur un système 100% autonome conduit en agriculture biologique. Donc, on peut se questionner sur la capacité du système à maintenir sa fertilité. Donc ici, on va se concentrer sur un indicateur qui est le taux de matière organique des sols. Et donc, on a suivi l'évolution des taux de matière organique sur les différentes parcelles de la ferme, donc de 2004 à 2023. Et sur ce pas de temps, on a observé un accroissement du taux de matière organique en passant de 2,3% en moyenne à 3,26% en moyenne. Donc cela aussi bien sur les parcelles en rotation que sur les prairies naturelles. Ça, c'est largement permis par du coup la couverture des sols et la recherche de limiter aussi les intrants et en maximisant justement cette photosynthèse. On est allé regarder d'un peu plus près 14 parcelles en rotation et donc sur 20 ans, on a vu également un accroissement du taux de matière organique passant de 2,2% à 3%. Et également, ça s'est aussi traduit par une évolution favorable sur d'autres paramètres qui nous font dire que, en fait, on a accumulé de la matière organique qui est fonctionnelle. Parce qu'on a également eu une évolution positive sur le rapport C sur N, sur l'équilibre carbone-azote dans le sol. Également un accroissement positif sur le pH et également sur certains minéraux. Et également sur les différentes, l'équilibre, également une évolution favorable sur l'équilibre des différentes matières organiques dans le sol.
Et donc finalement, voilà, on voit vraiment cette idée d'aggradation de la fertilité des sols comme tampon face aux aléas à l'échelle du système. Alors, on va passer à la diapo sur les conclusions. Ça, on y reviendra s'il y a besoin. Donc, en synthèse, hein, l'autonomie alimentaire totale a tourné depuis 25 ans. Donc, pourquoi? Grâce à un chargement adapté, des ressources diversifiées et des itinéraires techniques, oui, qu'on peut qualifier d'innovants. On a réussi à réaliser une atténuation des émissions, parce que ça faisait partie des objectifs, hein, en ayant une meilleure efficience sur le troupeau. Comment? Le moins possible d'UGB improductif, donc réduction de l'âge au premier vélage, des périodes groupées, et on a aussi démontré que le levier production individuelle il était peu pertinent, hein. Donc ça, c'est important. La course à la productivité pour aller diluer, on voit bien que ça a largement ses doutes. La sobriété énergétique, c'est possible dans l'élevage parce qu'on peut réduire l'utilisation de céréales en maximisant le pâturage, hein. Il y a rien de magique. La souveraineté alimentaire, on y répond, hein, à l'échelle du troupeau, nous, il y a 90%, enfin, en équivalent viande vive, hein, qui sort de la ferme, qui sert à nourrir les hommes directement. On a quelques proutards qui partent, quelques veaux à 3 semaines, donc voilà, on n'est pas à 100%. La fertilité des sols, le stockage du carbone, les atouts sur la diversité. Donc, Serge vous en a un peu parlé tout à l'heure. Voilà, on a d'autres arguments pour en parler. Ça va toujours dans le même sens. Et on a aussi une bonne efficacité du système. Donc, un système efficient, durable, viable, transposable, totalement en adéquation en fait avec les principes de l'agroécologie, donc plutôt quelque chose de positif. Et en termes de perspective, que dire en termes de perspective? On a deux éléments qui structurent la réflexion, c'est que des conséquences du changement climatique, elles vont s'intensifier, on l'a vu dans l'exposé tout à l'heure. On peut imaginer des tensions sur la disponibilité et l'allocation des ressources, donc il va falloir vraiment avoir des systèmes les plus économes possibles. Donc, pour ça, nous, on voit un gros levier, hein, c'est d'arriver à valoriser des fourrages, c'est évident. Hein, nos bovins, ce sont des ruminants, leur point fort, c'est qu'ils valorisent des fourrages, et de prioriser le pâturage. Le pâturage, donc là, voilà. Pourquoi? Parce que c'est une technique plus sobre de valorisation de la ressource. Donc là, voilà, vous avez vu les leviers qu'on a mis en avant là-dessus. Poursuivre les travaux en fait sur l'approvisionnement du marché intérieur avec une viande de qualité. Alors, c'est vrai qu'il y a cette question du croisement, hein, la précocité, gabarit des animaux, cette notion de bas carbone, mais aussi l'enjeu de satisfaire le bien manger à la française, hein. Le français aime la viande rouge, grasse. Donc nous, il faut qu'on trouve des itinéraires les plus économes possibles pour produire ça. Et enfin, aboutir sur maximiser la synergie élevage-culture. Et nous, on considère que le pivot, enfin la clé de réussite de ça, c'est d'avoir la prairie assolée, la prairie pâturée au centre de ce terre. Donc en conclusion, pour une agriculture plus sobre et résiliente, grâce au tandem prairie et bovins pâturants pour s'adapter à ces évolutions climatiques. Voilà, on vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Comme tout à l'heure, on va laisser la place à quelques questions avant d'enchaîner sur la table ronde. La première main qui se lève, qui dégaine, je passe le micro, c'est parti. Oui, Pascal Sachou, donc je suis éleveur de limousine, je fais une grande partie de ce que vous faites, et donc c'est vrai qu'en termes d'efficacité économique et technique, c'est super bien. Ce que je fais sur mon exploitation, je pré-engraisse mes vaches de réforme, un hiver, je les finis à l'herbe avec le veau, et je les vends directement en juin, fin juin, début juillet, quand je sèvre mes veaux. Souvent, la moitié, voire les 2 tiers de mes vaches, je les rends directement à l'abattoir, sans engraissement derrière. Oui. Vous avez essayé cette formule-là? Alors, on n'a pas essayé cette formule pour les raisons d'effectif, en fait. C'est-à-dire que des animaux qui se retrouvent dans cette configuration, donc c'est des villages de toc que vous avez, si vous faites ça, voilà, et on n'en a pas beaucoup sur la ferme. Qu'est-ce qu'on fait des vaches qui perdent leur veau à la naissance en septembre-octobre? On va pas les garder tout l'hiver avec leur veau, en fait, pour après les engraisser derrière. Donc, on va limiter leur improductivité, donc on va avoir tendance à engraisser en hiver. Et puis après, il y a tout l'enjeu des vélages de printemps. Mais effectivement, votre pratique est très pertinente. Il y a pas de problème et elle permet d'économiser de la ressource en céréales, hein. C'est ça l'objectif, j'imagine, pour vous, pour réduire recharge et augmenter la marge. Merci. Notre question. Bonjour, Sonia Coutan, éleveuse à Moléon.
Est-ce que vous avez adapté vos bâtiments l'hiver pour faire de la sortie au pâturage opportuniste? Oui, on est en plein dedans. En fait, on a des travaux de recherche. Alors, faire sortir des vaches de 700 kilos au pâturage en hiver, avec nos terres, c'est inenvisageable. D'accord? T'es sûr qu'on va avoir des problèmes de destruction des prairies, tout ça, ça ne va pas le faire. Par contre, on peut faire sortir les animaux légers et on a le cas d'adaptation des bâtiments du coup sur les couples mervaux en vélage d'automne. On a les vaches qui sont dans les cases et les veaux qui sont dans les cases à l'arrière. Et ben, on a fait des trous dans les murs pour que les veaux puissent sortir au pâturage tout en gardant les vaches en bâtiment. Ce qui permet d'avoir un accès des bovins à l'extérieur. Ça peut satisfaire des attentes autour du bien-être. Mais nous, ce qu'on a vu, en fait, on l'a vu comme un moyen d'économiser toujours de la ressource. C'est-à-dire que les veaux, ils sont complémentaires en céréales. Et ben là, si on est en mesure de leur donner de l'herbe pâturée sur cette phase hivernale, et ben on peut couper la complémentation en céréales. Donc, on y a aussi vu un argument gagnant d'un point de vue économique pour l'éleveur. Donc oui, nous avons pensé à adapter les bâtiments dans ce sens-là.